Rebonjour Paulette, bienvenue au musée, ça fait toujours plaisir de t'accueillir. On est encore en plein milieu de ton exposition, Vibration sur Fibre 21, ton exposition rétrospective qui est exposée ici dans notre espace d'exposition temporaire jusqu'au 20 juin. Et justement, on a reçu beaucoup de questions sur cette exposition-là qui est disponible sur notre site web en 360, en visite virtuelle. Puis une d'entre elles, c'est dans le fond, Paulette, quel défi tu as dû relever quand tu as commencé à tes tout débuts dans la tapisserie, dans tout le travail du tissage aussi en général? Quel défi? Alors, le défi, c'était de, travailler avec des moyens. J'avais pas beaucoup de moyens. Quand j'ai commencé en 1972, j'habitais un tout petit appartement derrière un magasin de disques. Mon chum à l'époque, qui maintenant est mon époux, alors lui, il avait un magasin de disques sur la rue Saint-Denis. C'était tout près de l'Institut des arts appliqués, sur la rue Saint-Denis, puis ça s'appelait l'Alternatif. Et puis, il vendait des disques. Et derrière le magasin, on avait un tout petit appartement avec une chambre à coucher et une cuisine. Et puis, mon métier à tisser, qui faisait 45 pouces de large, je pense que c'est à peu près 2 mètres, un peu plus que 2 mètres, était à côté de mon lit. Alors, j'avais aucun espace de disponible pour mettre de l'équipement ou du matériel. Et je faisais, pour faire de l'argent, je faisais des choses qui étaient à la mode à l'époque, les châles et les ponchos, et des foulards et des chemins de table. Et puis, je vendais ça dans des boutiques d'artisanat et au Salon des métiers d'art du Québec. Alors, j'ai ramassé graduellement mon argent pour pouvoir me payer un local un peu plus grand, avec des belles grandes pièces. Un atelier, là, oui, toujours sur la rue Saint-Denis. Puis, on avait, une belle cuisine, une grande cuisine pour faire de la teinture naturelle. Puis, j'avais des grandes pièces pour mettre un plus grand métier à tisser. C'est ça, c'était vraiment un défi d'espace. C'était de commencer à ramasser les frais graduellement avec les ventes d'objets. Puis graduellement, j'ai commencé à avoir le goût de faire de la tapisserie. Alors, je pouvais me payer plus de matériel puis tisser plus grand. Tu as parlé de cuisine pour tes teintures naturelles. Oui. Parce que c'est quand même un aspect important de ton travail, là, toute la laine, les fibres que tu vas teindre toi-même. Ça me fait penser à une autre question qu'on a reçue du public là, par rapport à tes œuvres. C'est justement, quelles couleurs sont difficiles à réaliser avec toutes ces teintures naturelles-là? Qu'est-ce qui est plus facile, plus difficile? Oui. Dans mes cours en art visuel, j'ai une maîtrise en art visuel de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Et puis, dans les cours, on apprenait à faire le mélange des couleurs avec, de la gouache. Et puis, le noir, c'est vraiment le plus difficile à obtenir avec de la peinture. Et en teinture aussi, c'est très difficile parce qu'on a des jaunes, des variétés de jaunes avec la gaude qui sont formidables. Et des variétés de rouge avec la cochenille. C'est un petit insecte qui vient de la région de la Méditerranée. C'est un petit ver, hein? Non, c'est une petite... que ça ressemble à une petite coccinelle. Sauf que c'est rouge, violet, pourpre. Ils sont séchés, puis ils sont pulvérisés en poudre. Et puis, on met ça dans l'eau de la teinture, la poudre pulvérisée des insectes. Et puis... pour obtenir un rouge qui tire sur le violet. Et on a un autre rouge qui vient de la racine de la garance que je cultive dans mon jardin. Puis la racine, elle donne un rouge qui tire sur l'orange. Alors là, on a deux couleurs primaires pour le rouge. Et ensuite, on a l'indigo pour le bleu. Pour le noir, on peut l'obtenir avec du brou de noix, qui est l'écorce de chêne en poudre. Et on utilise un sel minéral qui s'appelle la sulfate de fer pour mordancer la laine. Mordancer, c'est préparer la laine avant la teinture. Et la sulfate de fer, avec le brou de noix, va donner une couleur proche du noir.
Mais un noir parfait, c'est seulement, c'est vraiment, il faut faire la conception de ces œuvres en fonction de les couleurs qui sont possibles avec les. Mais il y a des milliers de couleurs possibles avec les teintures naturelles. Une fois qu'on les mélange ensemble. Oui, là, ah vraiment. oui, oui. Sauf oui. le noir. Le noir, il est difficile à Il est obtenir. difficile. C'est vrai oui. qu'on n'en trouve pas tant que ça dans vos œuvres. Non, il y en a quand même. Ah, mais ça, c'est pas des teintures naturelles. Le Lieu sacré et le Lake Dwellers sont des tapisseries que j'ai fait avec des teintures anilines. C'est des teintures qui sont composées à la base d'une plante à teinture qui contient de l'aniline. Et on a trouvé une façon de reproduire ce produit-là pour faire toutes des couleurs, une grande gamme de couleurs. Alors, ce sont des teintures qui sont dérivées de la teinture naturelle. Et puis, là, on a un noir parfait avec les teintures anilines. Puis ce genre d'œuvre-là, il faut teindre la laine, mais on m'a aussi demandé dans les questions, ça prend combien de distance de laine? Ah oui! Faire une œuvre comme celle à l'arrière ici, Mutation. là, Oui. combien de quantité de laine en distance ça prend? C'est que chaque œuvre qui est... Bon, ça dépend de la grosseur de laine, parce que ça, c'est une laine filée à la main qui a la grosseur d'à peu près une laine de 4 brins. Okay. Et quand on fait l'ourdissage de la chaîne, qui est en coton, on ne voit pas la chaîne dans ces tapisseries parce que c'est une technique traditionnelle où on couvre complètement, on a un peigne pour la tapisserie haute lisse, un peigne qui a du plomb à l'intérieur. Alors, quand on descend la laine sur la chaîne, ça couvre complètement la chaîne. C'est un coton épais qui est placé deux fils au centimètre. Okay. Et quand on tape la laine, ça donne à peu près 4 fils de trame au centimètre. Alors, ça, c'est pour les œuvres qui datent de l'époque, 1974 à 2006, qui sont dans cette pièce, le transept sud. Mais pour ce qui concerne les œuvres qui sont dans le cœur, les œuvres qui ont été tissées sur un métier TC2 jacquard, un métier fabriqué en Norvège, il y a 800 fils qui sont levés et individuellement avec le logiciel de ce métier. Alors là, on peut travailler avec des fils plus fins. Et dans ces œuvres qui sont tissées avec le TC2 jacquard, c'est une chaîne en coton 10-2 qui est assez fin. Au lieu de 4, donc c'est plus que le double. C'est vraiment... Alors, il y a 14 fils au centimètre pour la file de chaîne. Et puis, quand on fait le tissage, il y a certaines œuvres qui ont jusqu'à 27 fils au centimètre. Oh, OK. Oui. Donc, là, bon, je fais maths rapide. À la grosseur, une œuvre comme ça, presque 1,5 km de laine dessus. Et ça, c'est celle qui n'est pas autant dense. Les plus récentes sont plus denses, donc il peut presque 3000, 4000. Il y a du kilométrage de fil de laine. Oui, effectivement. Puis il faut calculer aussi pour l'embuvage. L'embuvage, c'est parce que quand on tisse, on envoie la navette, par exemple, sur un métier à tisser TC2 jacquard. On envoie la navette. Et puis, les fils qui sont levés, le fil de trame ne fait pas une ligne droite. Elle va monter puis elle va descendre les fils de chaîne. Alors, c'est à peu près 30 d'embuvage de plus qu'on doit calculer quand on achète du fil. Il faut calculer la hauteur et la largeur de la tapisserie ou du tissage, si on fait du tissage d'un centre de table, par exemple. Mais il faut calculer vraiment la hauteur et la largeur qu'on veut avoir, puis il faut calculer le nombre de fils au centimètre pour la chaîne, le nombre de fils au centimètre pour la trame, le nombre de d'huîtres. Quand on va lancer la navette, combien de fois? Il peut y avoir 3000 d'huîtres dans une tapisserie, comme par exemple Higher Vision au-delà, qui est la tapisserie où j'ai fait une reproduction abstraite, un concept abstrait
des vitraux qui sont dans l'église, parce que le musée est dans une ancienne église, et puis ce mur qui est placé juste devant les vitraux, alors avec la tapisserie Higher Vision au-delà, ce sont 3 panneaux qui sont assez grands, assez hauts. C'est vraiment beaucoup de fils. On calcule 150 cm de haut par 74 cm de large pour chacun des 3 panneaux. On s'improvise un peu chimiste en mélangeant les minéraux, les naturels pour faire les teintures, là, un peu de mathématiques assez avancées pour faire tous les calculs de fil. Quand on y pense, là, avec toutes vos œuvres que vous avez faites en carrière, probablement que si on prend tous les fils bout à bout, là, ça fait le tour de la Terre au moins une fois. Oui, au moins une probablement. fois. C'est quand même fou quand on y pense, là, le oui. fil que vous avez touché, que vous avez manipulé. Oui. Oui. Puis, justement, ça, c'est quand même petites œuvres. Vous en avez fait des très grosses aussi, des œuvres d'art public là, qui pourraient quand même avoir des dimensions assez phénoménales. Puis, ces œuvres-là, justement, œuvres d'art public, qui devaient venir avec certaines contraintes, j'imagine, certaines... Oui, par exemple, j'ai fait une grande triptyque pour Cadillac Fairview à Toronto, et c'était des murs de marbre. Alors, puis c'était un édifice de Mies van der Rohe, vraiment les murs très hauts. Alors, il fallait louer des échafaudages, et il fallait louer un échafaudage hydraulique aussi pour monter et descendre sur la tablette où était installé le cadre de la tapisserie. Et il fallait engager, évidemment, des contracteurs pour faire percer des trous dans le mur de marbre. Ah, ouais. Et puis, les ingénieurs m'avaient donné les plans pour la pièce. Et c'était une très grande pièce qui avait des fenêtres vitrées qui étaient au bord de la rue York, au coin de York et Wellington à Toronto. Et on avait énormément de difficultés à trouver des mèches pour leurs perceuses, parce que sur les plans, c'était indiqué la distance entre le mur de l'ascenseur, qui était juste l'autre bord du mur de marbre, et puis il ne fallait pas toucher le mur de l'ascenseur. Alors là, il fallait vraiment faire attention. C'était des défis d'accrochage. Ah oui, mais c'est qu'il faut vraiment tout étudier avec une œuvre en public. Puis j'imagine comme c'était une grande fenêtre avec beaucoup de luminosité. Bien, pour la lumière sur les couleurs aussi, ça devait être un enjeu. Oui, il fallait avoir des couleurs qu'on pouvait garantir spécifiquement par une compagnie, comme les teintures aniline sont fabriquées par des compagnies qui garantissent les couleurs. Alors, mettons, sont garanties pour un minimum de 100 ans à une lumière normale. On ne peut pas vraiment les mettre devant le soleil, mais ils étaient dans la vitrine pendant 25 ans, puis elles sont encore belles aujourd'hui. Alors, moi, j'ai toujours fait des expériences aussi avec mes laines. Dans mon livre que j'ai publié sur la teinture naturelle, on peut lire les recettes que j'ai données. EA, ça veut dire épreuve artiste, et épreuve du gouvernement. OK. EG. Alors là, le EG, c'est parce que le Will Bureau of Canada m'avait invité à envoyer des échantillons. J'ai trouvé ça formidable d'avoir eu ce service. Puis, j'ai envoyé des échantillons des couleurs naturelles que je teignais le plus souvent. Et puis, ils m'ont donné les résultats. Alors là, je pouvais donner le chiffre qui était donné obtenu en laboratoire, par le laboratoire du gouvernement, oui. C'est super intéressant. Oui, j'ai adoré l'expérience. Des œuvres publiques comme ça. Il devait y avoir aussi... Je sais, il y a des normes incendies qu'il faut respecter. J'imagine, comme c'était des œuvres textiles, ça devait être initié. La laine est vraiment considérée comme quelque chose qui ne garde pas une flamme. Par contre, on a, dans certains contrats, on a exigé que ça soit ignifuge. Okay. Donc, il fallait trouver une compagnie qui ferait le traitement. Au moins, vous pouviez laisser aller votre créativité. Vous n'étiez pas trop dirigé dans le sujet, j'imagine? Non, il y a des contrats où, pour Cadillac Fairview, j'ai choisi les marais qui sont proches
de Toronto à Mississauga. Moi, j'aime beaucoup visiter les marais et puis il y a les couleurs dans les marais qui sont réfléchies sur l'eau qui sont des couleurs d'arc-en-ciel. Alors, c'était vraiment important d'expliquer d'où venait l'inspiration et puis il fallait faire une maquette. Et c'était un concours ouvert aux artistes au Canada. Alors, j'étais sélectionnée et puis quand j'ai envoyé la maquette, ils ont sélectionné ma maquette. Alors là, ben, j'ai tissé l'œuvre d'après la maquette qui avait été soumise au jury. Justement, là, vous dites que vous êtes inspiré par le marais, par exemple. C'est quoi le processus? J'imagine, bon, vous avez vu le marais, vous avez peut-être pris une photo pour vous en rappeler. Puis ensuite, comment on part de cette idée-là, de cette image-là? Puis on arrive à quelque chose de concret, à le traduire dans des fils. C'est un autre langage, là, c'est pas... Oui, parce que ça prend beaucoup de temps pour tisser une œuvre. Il faut faire attention, surtout pour un contrat. Quand on fait plusieurs aquarelles, ou on peut faire aussi de la peinture à l'huile ou de la peinture acrylique, ça dépend du sujet, mais j'aime beaucoup l'aquarelle pour certains sujets, puis j'aime beaucoup la peinture à l'huile pour d'autres sujets. Et on peut faire plusieurs maquettes, puis souvent on va faire une œuvre qui peut être encadrée et exposée avec la tapisserie pour montrer un peu le cheminement. Parce que les gens aussi aiment collectionner les peintures et les aquarelles. Alors, les livres d'artistes aussi, là, avec les croquis, là, ça devient de plus en plus collectionné. Oui. Comme Mutation, j'avais fait plusieurs maquettes avec des pastels à l'huile et sur du papier d'ache. Alors, bon, ça devient comme une œuvre en soi, mais j'en fais plusieurs. Puis là, ben à un moment donné, on sélectionne celle qui va vraiment être celle qu'on va tisser. Puis là, je teins la laine d'après les couleurs de la maquette, puis ensuite, je commence le tissage. Il faut vraiment, oui, OK. Puis tout monter aussi, le métier, là, il ne faut pas se tromper. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir recommencer? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas allé, il y a un fil qui était tout croche. Oui. Avec le métier haute lisse, on peut faire peut-être 2 ou 3 pouces, c'est-à-dire une dizaine de centimètres. Et puis, on se dit, j'aime pas ce mélange de couleurs, alors on va changer un petit peu, on va altérer un peu la maquette, puis on va recommencer. On fait une section de teinture, de tissage uni pour être capable de coudre à l'arrière de la tapisserie les fils de chaîne après. Alors, ça nous donne la possibilité de recommencer à neuf. Sur le tissage avec le TC2 jacquard, on utilise des armures. Alors là, moi j'avais étudié beaucoup d'armures dans les années 70 à l'école du marché Bon Secours, de l'Église Bon Secours avec Sœur Cécile Auger. Et c'était vraiment intéressant avec le jacquard de voir la différence de texture et de mélange de couleurs que va donner différentes armures. Comme le satin, par exemple, va donner une image différente que l'armure sergée. Il y a beaucoup d'essais-erreurs. Aller voir aussi les jeux de lumière, j'imagine, ne doivent pas être pareils. Surtout quand on se met à travailler avec ensuite de la fibre optique par-dessus ça, du DEL. Il y a certaines fibres, la soie, j'imagine, certains doivent faire des reflets aussi. C'est quelque chose que vous avez expérimenté? C'est sûr que quand j'utilise une chaîne de coton 10-2, par exemple, sur le métier à tisser jacquard, j'utilise en trame le coton aussi et j'ai essayé avec différentes fibres pour la luminosité et j'ai obtenu un très bon résultat avec la feuille d'or 22 carats. Alors, sur certaines œuvres, comme le pont Jacques-Cartier, par exemple, j'ai utilisé le feuille d'or et le coton mercerisé
qui a le coton mercerisé qui a un petit reflet aussi. Et les fibres optiques reflètent sur les feuilles d'or. Alors, ça donne un autre aspect aussi à la lumière, la luminosité de l'œuvre. C'est ça qui est quand même intéressant de voir dans votre rétrospective. T'sais. On se disait, bon, c'est un premier chimiste avec les couleurs, on fait beaucoup de mathématiques avec la longueur des fils, calculer des fils, puis là, vous êtes aussi, vous avez appris beaucoup des nouvelles technologies, la fibre optique, même un peu, presque un peu de programmation avec le DEL pour voir dans quel ordre il allait allumer tout ça quand on allait le partir. C'est quand même fou, comme il faut être polyvalent. Quand on est en fait de la tapisserie, qu'on est artiste lisière. C'est passionnant, par exemple. Les DEL sont illuminés par des programmeurs, des microcontrôleurs que j'ai programmés avec des algorithmes pour faire scintiller les DEL doucement. Par exemple, dans la danseuse de ballet qui s'appelle En Pointe, j'ai mis des lumières d'ailes qui sont programmées pour donner un petit mouvement subtil pour animer un peu la danseuse. Et puis pour l'œuvre Higher Vision, j'ai aussi utilisé des DEL qui sont programmés. Chacun des panneaux a son propre microcontrôleur et ensemble de lumières d'ailes. Alors, ça fait comme ça fait scintiller les lumières un petit peu comme des lampions dans une église, parce que Vision rappelle vraiment. Oui, ben on voit au-dessus, on voit les vitraux du musée. Alors, c'est d'après une photo que la commissaire de mon exposition, Françoise Cloutier, avait pris. On voit le mur où je devais poser une œuvre avec les vitraux au-dessus. Alors là, j'ai présenté un concept, justement. J'ai fait plusieurs maquettes. Et puis, bon, j'ai imprimé la photo et j'ai placé mes petites maquettes pour voir ce que ça donnerait. Et puis là, j'en ai choisi une et puis j'ai tissé celle-là. À partir de ça. Je me demandais aussi, tu sais, là, on a il y a de vos œuvres en art public, il y a des œuvres ici dans le musée. Mais chez vous, est-ce que vous mettez vos propres œuvres sur vos murs? J'habite une toute petite maison en bois, une maison ancienne en pièce sur pièce. Et les murs sont pas très grands. Alors, bon, mes tapisseries étant assez volumineux, je me limite à mettre les maquettes ou les peintures à l'huile encadrées, des tout petits. Les aquarelles que vous faites aussi, gouache? C'est surtout des peintures à l'huile que j'ai choisies pour la maison, l'intérieur de la maison, oui. Et une peinture à l'acrylique, oui. Fait que ça vous les rappelle un peu, puis ça prend un peu moins de place. Bien, c'est sûr, parce que les tapisseries, je les tisse toujours assez grands. Je sais pas, j'en ai pas vraiment beaucoup qui... Ah ben dans le cœur, oui, il y en a une qui est petite. Oui, les deux... Ben, le pont Jacques-Cartier, c'est quand même un format... mais pas pour aller dans ma maison. C'est vraiment un petit, les murs chez nous. Dans le prêt-à-porter que vous avez fait là, au début là, pour ramasser un peu d'argent pour ouvrir vos ateliers, oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croiser quelqu'un qui en portait? Croiser quelqu'un qui portait... Bien, sur la rue Saint-Denis, c'est sûr que j'avais des boutiques d'artisanat où je vendais mes ponchos. Et puis, à un moment donné, mon mari avait un magazine de disques. Et puis, on voit quelqu'un rentrer avec un de mes ponchos, ben, on était fiers. Ouais, t'es content. Les étudiants du Cégep du Vieux-Montréal, c'est ça, c'était vraiment mes clients à l'époque. C'est toujours le fun. Oui, on voit ces œuvres en exposition, mais des fois aussi, quand on les voit porter sur les gens, c'est super intéressant. Oui. Puis, dans le fond, une autre question qu'on avait eue du public, puis que j'ai moi aussi, c'est une exposition rétrospective. C'est quoi la suite? Ah, bien, qui vient après? Qu'est-ce qui s'en vient pour... Je travaille toujours, oui, avec... Bon, mon métier TC2, c'est vraiment la possibilité des fibres optiques et les microcontrôleurs me passionnent beaucoup en ce moment. Alors,
j'essaye différents effets de programmation pour illuminer le tissage avec les fibres optiques. Et puis là, ça me donne beaucoup d'idées. Alors là, j'ai commencé une nouvelle série là-dessus. Lancer là-dedans, aller plus loin. Ah oui, oui. J'ai hâte de voir la suite. Ça a été vraiment un plaisir de te découvrir. Je ne te connaissais pas du tout. En fait, c'est pas vrai, j'avais déjà vu une de tes œuvres d'art public, justement, mais je ne savais pas que c'était toi. Parce que c'est ce que je trouve un petit peu dommage, mais beau de l'art public, c'est que c'est là, on les voit, ça nous meuble, oui, mais on lit jamais le petit cartel en bas. Des fois, trouver le cartel aussi, c'est autre chose. Là. Oui, oui. Puis, dans le fond, de te voir exposer ici, vraiment, là, c'est un travail exceptionnel que tu fais. Tu es super inspirante. Merci. Puis, j'ai hâte de voir cette suite-là. Peut-être une autre exposition dans quelques années. Merci beaucoup.